Je déclare la réunion du 18 décembre ouverte. Je souhaiterais voir auprès des chefs de groupe s'il y a des excusés. Monsieur Bastin. Monsieur Lombard. Oui, je pense que tout le monde est là. OK. Monsieur Chalon. OK. Monsieur Bataille. OK. Merci. Avant de débuter notre séance proprement dite, je voudrais, au nom du bureau, marquer notre profonde sympathie à notre directeur général, qui était, vous l'avez peut-être vu, victime d'une agression hier soir inadmissible dans un lieu public avec des enfants. Je pense que c'est des choses qu'on doit absolument combattre et que ça ne peut absolument plus se passer. Toutes nos amitiés, toute notre sympathie à ce niveau-là. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Je vous informe qu'une version électronique du carton de vœux est disponible depuis le portail des conseillers. À ce sujet, un email vous avait été envoyé ce jour. Par ailleurs, à l'initiative du Collège provincial, un ballotin de praline confectionné par les étudiants des sections des métiers de bouche de l'IPES de Hesbaye vous est offert. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2025. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, voici le résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 27 novembre. Séance publique. La réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de M. Jean-Denis Lejeune et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 50 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le deuxième secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2025. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 24-25, A08, A09 et A10. L'Assemblée adopte à l'unanimité des suffrages les documents 25-26, 026 à 050, 25-26, 052 à 066 et les documents 25-26, 068 à 077. L'Assemblée prend acte du document 25-26, 025. L'Assemblée prend connaissance des documents 25-26, 067, 078 et 079. Le procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2025 est approuvé. La séance publique est levée à 18h05. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la nomination à titre définitif et à temps plein de Madame Ludivine Biard en qualité de première directrice, médecin au cadre organique provincial, avec incorporation au sein de la direction de la promotion de la santé à l'école, le PSE, à dater du 1er décembre 2025. Document 25-26 051. Merci. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé. L'ordre du jour actualisé comporte une question d'actualité. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Avant de passer à la lecture de la question d'actualité, je vous informe qu'un membre de notre Assemblée m'a adressé ce 15 décembre une autre question d'actualité relative à la fusion de Liège et Herstal. Je vous précise que les règles du ROI applicables au sein du Conseil provincial posent notamment, à propos des questions appelant une réponse orale du Collège provincial, les modalités suivantes. L'article 81 du ROI. Les questions dont il s'agit à l'article 41 peuvent donner lieu à débat. Paragraphe 3. Après développement d'une question par son auteur ou un de ses co-auteurs, un membre par groupe politique au sens de l'article 7 visé au présent règlement peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant.
Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Cette disposition a donc pour objet de circonscrire le débat né d'une telle question et de limiter aux interventions et au temps de parole précités. Cette règle serait cependant sans effet s'il était possible à un conseiller insatisfait de la réponse apportée à sa question par le collège de remettre le même sujet en débat par le biais d'une nouvelle question posée à l'occasion d'une réunion ultérieure du Conseil. C'est pourquoi l'article 85, paragraphe 5 du ROI concernant les dispositions communes à toutes les questions ajoute que sont notamment irrecevables, en l'absence manifeste d'éléments nouveaux, les questions dont l'objet est identique à une question pour laquelle une réponse a été donnée dans les 3 mois qui précèdent leur dépôt, sauf si ces questions tentent uniquement à obtenir un complément d'information relatif à la réponse apportée. C'est donc bien le sujet de la question initiale et non les éléments de la réponse qui y fut apporté qui doit être examiné au moment de déterminer la recevabilité de cette nouvelle question. Force est de constater qu'en l'espèce, une des questions qui m'a été soumise ce lundi par un conseil provincial porte sur un sujet déjà inclus dans la question qui a été exposée par lui lors de la séance du conseil provincial du jeudi 27 novembre, soit il y a moins de 3 mois. Aucun élément nouveau n'est pour le surplus avancé qui justifierait que soit levée l'irrecevabilité fondée sur l'identité des objets qui fondent les 2 questions. Conformément à l'article 39, paragraphe 2 de notre ROI, notre bureau s'est donc réuni ce jour et a confirmé l'irrecevabilité de cette question. Le bureau a marqué à la majorité son accord pour rejeter la question relative à la fusion des communes. Néanmoins, le bureau a unanimement souhaité que la première commission en charge de la supracommunalité organise en son sein un débat sur le sujet et prévoit, le cas échéant, un conseil thématique sur le sujet. Pour la seule question inscrite à l'ordre du jour, à 11, relatif à la destruction de Caillebotis dans les Hauts-de-Fagne, je donne la parole à M. Huberti. Vous permettez, M. Huberti, on va d'abord écouter l'intervention de M. Magnery. Merci, Monsieur le Président, de me laisser l'occasion d'intervenir. Je suis outré, en fait. Je vais essayer de rester calme, poli, courtois, mais en fait, c'est la première fois, en tout cas depuis que moi je suis ici au Conseil provincial, où le Conseil provincial rejette la question posée par un conseiller provincial. Et donc, c'est un moment important. L'air de rien, c'est quand même un acte fort que de refuser que la question soit même posée. Pour information, ma question concernait évidemment la fusion des communes, sujet que j'avais déjà évoqué lors du précédent conseil, mais l'abordait d'une toute autre manière, et je vais rapidement, non pas lire ma question, mais argumenter. La supracommunalité est bien un sujet d'intérêt provincial. Je crois que c'est une évidence, si ça ne l'est pas pour vous. Je prends un tout petit exemple. Imaginons que Verviers et Dizon fusionneraient, ce qui n'est pas si impossible et si improbable que ça au jour, ce qui serait peut-être logique. Mais en tout cas, ça poserait des questions sur les districts provinciaux, ça poserait des questions sur les intercommunales, ça poserait des questions sur leur participation à plein de choses. Bref, c'est un sujet éminemment d'intérêt provincial. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Le motif qui a été invoqué, c'est quoi pour refuser cette question? C'est de dire c'est le même sujet. Mais en fait, il faut lire le règlement correctement. Le règlement dit... je vous le relis, et c'est le même qu'a lu le président Jadot, mais les questions vont être rejetées si elles invoquent le même sujet, sauf si ces questions tendent à obtenir un complément d'information relatif à la réponse apportée. Et c'était bien l'objet de ma question. D'ailleurs, vous n'aurez pas l'occasion de la lire, mais je citais expressément la députée présidente, Mme Firquet, qui m'avait répondu la précédente fois, pour aller plus loin dans la réflexion. Et donc cet argument, il est clairement pas valable, et d'ailleurs, on réfléchira avec mon groupe à aller solliciter l'avis de la tutelle sur ce rejet qui nous semble vraiment pas pertinent. Et alors, l'autre argument avancé, c'est celui qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Okay. Alors, c'est quoi l'élément nouveau? La fois passée, c'était Frédéric Dardenne qui parlait de la fusion de Liège et d'Herstal. Ici, pour moi, il y avait un réel élément nouveau, et je vous l'explique. J'ai écouté le podcast d'Arnaud Reussen, Les Clés, consacré aux fusions, et vous l'avez peut-être écouté. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. Il est très intéressant, et il est sorti depuis le conseil passé. Et donc, c'est ça mon actualité, c'est de me baser sur ce podcast pour pousser plus loin la réflexion, prendre la réponse donnée par la députée présidente pour pousser plus loin la réflexion. Et vous osez refuser cette question au bureau? Franchement, c'est un scandale. Un scandale d'où?
parce que de toute façon, il n'y a personne ici qui nous regarde, mais c'est vraiment scandaleux. Et je pointe du doigt encore plus les représentants libéraux, parce que moi, je crois réellement au libéralisme. Je me considère comme libéral. Mais vous refusez des questions, vous refusez qu'on prenne la parole dans cette assemblée pour des motifs fallacieux. Je trouve ça scandaleux, et je tenais à le dire, et je remercierai... Oui, mais le règlement, il est avec nous, en fait, je vous l'ai lu. Je vous prie. Et alors, je voulais quand même terminer par remercier M. Jadot d'avoir permis d'exprimer mon avis, mais c'est la moindre des choses, mais quand même merci. Voilà. Je pense tout simplement qu'on vous a également répondu, M. Mannery, en disant que le bureau souhaite que la première commission en charge de la supracommunalité organise en son sein un débat sur le sujet et, le cas échéant, un conseil thématique sur le sujet. Pour la seule question inscrite à l'ordre du jour relative à la destruction de caillebotis dans les Hauts-de-Fagne, je donne la parole à M. Huberty. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, ce lundi 1er décembre, un promeneur devait constater d'importants dégâts causés aux caillebotis dans la fagne de Malchamps sur les hauteurs de Spa. Ces dégradations semblent avoir été causées par le multiple passage de quads, sans doute durant le week-end précédent. Un comportement inadmissible entraînant des dégradations importantes au niveau de l'infrastructure, mais aussi au niveau de l'environnement et de la biodiversité dans un milieu naturel, protégé et parmi les plus fragiles de Wallonie. Une enquête est actuellement en cours. Au-delà des dégâts environnementaux considérables, il faudra réparer et mobiliser des moyens importants pour réparer ces dégâts et remettre les caillebotis en état. La province de Liège étant un acteur financier et opérationnel clé, je souhaite vous adresser les questions suivantes. Quelle est l'étendue des dégâts sur le plan environnemental et sur le plan des infrastructures? Avez-vous des informations sur l'état d'avancement de l'enquête? Quelles mesures vont être prises pour réparer, pour sécuriser et pour protéger ces lieux? Quel rôle va jouer la province de Liège? A-t-on déjà une idée du coût que cela engendrera? Merci d'avance pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Y a-t-il une autre intervention sur ce sujet dans les groupes? Pas d'autres interventions. J'invite Monsieur Luc Gillard, député provincial, vice-président à la tribune, pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers provinciaux, Monsieur le conseiller Huberty, vous êtes bien là. Avant d'entrer dans le fond de la réponse, il me semble important de replacer le contexte précis de votre question, Monsieur le conseiller. Vous faites référence à des dégradations récentes et particulièrement graves constatées dans la fagne de Malchamps, tant au niveau des caillebotis que du biotope, dégradation qui aurait été causée par le passage illégal de quads, vraisemblablement durant un week-end récent. Ces faits, s'ils sont confirmés par l'enquête en cours, sont totalement inadmissibles. Ils portent atteinte, effectivement, à un milieu naturel parmi les plus fragiles et protégés de Wallonie, à un outil fondamental de canalisation des flux, c'est à ça que servent les caillebotis, précisément conçu pour éviter le piétinement des tourbières, et à un patrimoine paysager et touristique emblématique de la Haute-Fagne. C'est bien à partir de ce constat, des actes de vandalisme récents et ciblés, qu'il convient de comprendre la réponse que je vais vous rapporter. La dégradation des caillebotis dans la fagne de Malchamps n'est malheureusement pas un phénomène nouveau, ni limité à ce seul site. Elle s'inscrit dans une problématique plus large, déjà évoquée à plusieurs reprises au sein de cette Assemblée, notamment lors de la précédente législature, comme l'avait rappelé notre collègue Claude Kelkenberg, ici présent, en 2021. Les caillebotis constituent un élément structurant de l'expérience de visite de la Haute-Fagne, un outil essentiel de protection environnementale en maintenant les visiteurs sur des cheminements balisés et un symbole touristique fort reconnu tant par les habitants que par les visiteurs. Or, ces infrastructures subissent l'usure du temps, ma foi, des conditions climatiques extrêmes, une fréquentation élevée et ponctuellement les actes de dégradation volontaires comme ceux que vous dénoncez aujourd'hui. Face à ce constat, et bien que la province ne soit pas compétente pour la gestion des réserves naturelles domaniales,
Elle a choisi ces dernières années de s'engager volontairement et concrètement. Je rappelle ainsi que, en 2022, la Fédération du tourisme, qui est aujourd'hui et sera demain le service du tourisme provincial, a mobilisé 150 000 € via un projet Interreg Rando M, afin de permettre la rénovation de près de pas loin d'1 kilomètre de Caillebotis, dans la vallée de la L à Ballen. Et en 2023, la province, toujours au travers de sa fédération du tourisme, je le répète, devenant demain le service provincial du tourisme, a poursuivi cet effort en réservant un budget de 400 000 €, dont une somme très conséquente, effectivement attribuée pour la rénovation et la création de près de 2 kilomètres nouveaux de Caillebotis dans la région de Wem, sur base des priorités définies avec le département de la nature et des forêts. Au passage, ceux qui sont responsables de ces Caillebotis et de leur gestion et de la partie, je dirais, vous allez l'entendre, je dirais répressive par rapport à ceux qui sont un peu difficiles avec ce genre d'outils. Ces montants traduisent un engagement clair, volontaire et significatif de la province en faveur de la préservation d'un outil touristique et environnemental majeur. Alors il est toutefois essentiel de rappeler, vous allez voir, que le cadre de responsabilité n'est pas celui qu'on croit, afin d'éviter toute confusion. Les terrains et Caillebotis situés dans la fagne de Malchamps relèvent de la région wallonne, et plus précisément du département de la nature et des forêts, qui est propriétaire, gestionnaire et responsable de l'entretien, de la surveillance et de la protection du site. La province de Liège, via son service du tourisme, intervient en appui dans une logique de valorisation touristique durable. N'est ni gestionnaire du site, ni responsable de la police environnementale, ne se substitue pas aux compétences régionales. Les actes de vandalisme, tels que la circulation illégale de quad, relèvent des forces de l'ordre et de l'autorité judiciaire, nécessitent des mesures de contrôle, de prévention. C'est d'ailleurs pour ça que je suis heureux de voir le gouvernement, parce que je pense qu'il peut toucher un mot aux autorités pour qu'elles soient particulièrement attentives d'ailleurs à ce problème. Donc, nécessite des mesures de contrôle, de prévention et de sanctions qui dépassent le champ de compétences provinciales. Avant de conclure, je souhaite apporter un élément chiffré concret sur la base des données disponibles et des standards techniques connus pour ce type d'infrastructure. La construction et la rénovation de Caillebotis en milieu humide sont des opérations coûteuses, du fait des matériaux et de la mobilisation logistique nécessaire sur des sites souvent difficiles d'accès. Les estimations sont entre 800 et 1500 € du mètre linéaire, selon la largeur. Bon, on peut discuter. La complexité, l'accès du chantier et les contraintes techniques propres au site. Ces ordres de grandeur sont cohérents avec les investissements importants déjà consentis par la province de Liège pour des rénovations récentes dans la Haute-Fagne. Dans le cas précis des dégâts identifiés récemment à la fagne de Malchamps, les premiers constats médiatiques et techniques indiquent qu'environ 20 mètres de Caillebotis ont été arrachés ou détruits par le passage illégal de quad. Si cette donnée est confirmée, et en retenant une estimation prudente à 1 000 €, vous avez bien compris, par mètre linéaire à construire, on peut donc considérer que le simple remplacement de ces éléments endommagés représenterait un coût d'environ 20 000 €. Et encore, sans compter les coûts complémentaires de préparation du sol, d'accès, de logistique spécifique au site, ni les frais de remise en état du biotope adjacent, qui sont des composants non négligeables de ce type de chantier de restauration environnementale. Pour conclure, monsieur le conseiller, la province de Liège condamne fermement les dégradations constatées récemment, réaffirme son engagement dans les limites de ses compétences à soutenir la préservation des Caillebotis lorsqu'un cadre partenarial clair existe, mais rappelle que la pérennité de ces infrastructures ne pourra être assurée durablement que par un renforcement des moyens régionaux du DNF, une coordination accrue entre politique de conservation et le tourisme, et une tolérance zéro à l'égard des comportements qui portent atteinte à un patrimoine naturel exceptionnel. La province continuera à prendre sa part, mais dans un cadre respectueux des compétences de chacun. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député provincial vice-président. Une dernière intervention.
Ceci clôt le débat sur les questions d'actualité. Points 3 à 5, documents 080 à 082, représentation provinciale au sein des commissions paritaires locales de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et pour adultes et au sein des centres PMS. Ces 3 documents ont été regroupés et examinés par le bureau et j'invite le rapporteur, M. Éric Lomba, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce 8 décembre, votre bureau a examiné des points concernant la désignation des représentants du pouvoir organisateur provincial dans les commissions paritaires locales, celle pour l'enseignement supérieur, celle pour l'enseignement secondaire et enfin celle pour les centres PMS. Ces répartitions se font sur base de la clé d'Hondt et chaque groupe a fait son travail. Un membre a demandé la confirmation de la nécessité de désigner des élus. Un autre s'est interrogé sur les horaires des réunions, tandis qu'un troisième a insisté pour que celles-ci se tiennent en dehors du temps scolaire et pourquoi pas, à la suite, l'une de l'autre. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 3 documents. Le vote est... Le vote est clôturé. 51 conseillers ont participé à ce vote. 51 voix pour. Au point 6, il s'agit du projet de fusion de l'IPFA Sup Serein et de l'IPFA Sup de Liège. Votre première commission a pris connaissance de ce document et j'invite son rapporteur, M. Serge Ernst, à nous faire part de son rapport sur celui-ci. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le point qui vous est soumis concerne la fusion de l'IPFA supérieur de Serein et de Liège, qui s'inscrit dans la réorganisation globale de l'enseignement supérieur de promotion sociale, qui est commencée depuis janvier 2023. Cette réforme vise à renforcer la lisibilité, la cohérence et la visibilité de l'enseignement supérieur pour adultes organisé par la province. Après une première étape de recentrage des formations supérieures sur 2 établissements exclusivement dédiés aux supérieurs, la fusion constitue la suite logique de ce processus. À partir du 1er janvier 2026, l'IPFA supérieur de Serein et de Liège fusionneront pour former une institution provinciale unique, active sur l'ensemble du territoire avec des campus à Liège, Serein, Huy, Verviers et Herstal. Cette fusion ne modifie pas l'offre de formation qui est intégralement maintenue. Elle garantit une couverture territoriale complète avec des horaires adaptés à un public adulte. Elle permet un pilotage stratégique unique et renforce la position de la province comme interlocuteur unique. Plus de 2000 étudiants sont concernés à l'échelle provinciale. Avant la fusion, les instituts totalisent près de 9000 inscriptions annuelles. L'offre de formation est large et diversifiée, couvrant les domaines sociaux, paramédicaux, pédagogiques, économiques et techniques. Un point essentiel est que la fusion se fait sans aucune perte d'emploi. Le cadre est intégralement maintenu. Les statuts et les barèmes sont conservés. Le projet aboutit même à un léger renforcement de l'effectif par rapport à ce qui générerait les seules périodes élèves concernés. Le projet a reçu un avis favorable unanime des directions des organes de concertation et du personnel concerné. En résumé, cette fusion permet un enseignement supérieur de promotion sociale plus lisible et plus cohérente, une meilleure efficacité administrative et stratégique, et le maintien de l'ancrage local. Après la présentation, plusieurs questions sont posées par des commissaires. Il est précisé que les barèmes sont maintenant maintenus malgré la fusion, même pour l'éducateur comptable. Il est expliqué que les formations sont aussi bien prévues en journée, en soirée et même le samedi.
Pour les inscriptions, il s'agit des chiffres de rapport d'activité 2024 présentés au Conseil. Il est précisé que les formations ne sont pas délocalisées, les bâtiments sont donc maintenus. Cette réforme concerne les études d'enseignement en bachelier et aussi en BES, c'est-à-dire un brevet d'enseignement supérieur qui est un niveau intermédiaire d'enseignement pour adultes de 2 ans entre le CESS et le niveau bachelier, c'est-à-dire un niveau 5. Pour rappel, les personnes de moins de 25 ans ne sont pas autorisées à l'IPFA pour éviter la concurrence avec l'enseignement traditionnel. Les formations sont à la carte. La question suivante est pourquoi avoir fonctionné avec la structure comme c'était jusqu'aujourd'hui d'application. À l'époque, on organise l'enseignement en essayant d'optimiser les moyens pour aller chercher des moyens complémentaires, ce qui a entraîné une revalorisation barémique du personnel et donc la multiplication des formations dans différentes structures vient de ce constat. La réforme permet d'avoir 12,75 équivalents temps plein pendant 5 ans et un directeur adjoint lors de l'extension du cadre du directeur qui va être pensionné prochainement. Il y a également le maintien d'un emploi administratif comme éducateur secrétaire. Pour le personnel et les professeurs, il n'y a pas de changement en fonction du nombre d'inscriptions. Personne ne change de lieu de travail. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. 52 conseillers ont pris part au vote. Il y a unanimité pour ce point. Point 7. Ce point concerne la modification du règlement général des études de l'enseignement secondaire. Ce document a été examiné par la première commission et j'invite le rapporteur, M. Fabien Beltran, à la tribune pour son rapport. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, Madame la députée présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Comme vous venez de l'entendre, il s'agit de la modification du règlement général des études de l'enseignement. Le Conseil provincial est invité à retirer la résolution du 3 juillet 2025 adoptant le nouveau règlement général des études de l'enseignement secondaire, celui-ci, n'étant plus conforme au cadre légal. En effet, le décret du 16 juillet 2025 a postposé l'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives au décrochage scolaire, à l'absentéisme et au recours en matière d'exclusion. Une nouvelle résolution est donc proposée afin d'adopter le règlement général des études adapté à cette évolution législative, telle qu'approuvée par la commission paritaire locale. Il n'y a pas eu de questions relatives à cette adaptation en première commission. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. 52 conseillers ont participé au vote, 52 voix pour. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 8, document 085, relatif à l'octroi d'une subvention à la SBL Mosa Ballet School, a été examiné par la première commission. J'invite le rapporteur, Mme Virginie de Franck-Furquet, à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ce document. Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial, Monsieur le Directeur général, chers collègues, votre première commission s'est réunie le 15 décembre, lundi. Elle s'est penchée notamment sur la demande de soutien de la SBL Mosa Ballet School dans le cadre de son fonctionnement 2025-26.
C'est une subvention importante qui nous est demandée puisqu'elle s'élève à 200 000 €. Un membre demande pourquoi cette ASBL n'avait pas besoin de cet argent les autres années et pourquoi ce dossier est traité par la première commission. Il faut savoir que cette école de danse internationale est toute jeune, répond la députée présidente. Elle a ouvert ses portes seulement en septembre 2022, place Saint-Paul à Liège. Elle ajoute que ce dossier est lié à la supracommunalité, compétence qui relève de notre première commission, et le montant sollicité est en outre globalisé pour tous les départements que ce projet concerne, à savoir le sport, la culture, le rayonnement artistique et territorial du projet et l'enseignement. Il n'y a donc pas ici de morcellement de la subvention comme ça a déjà été déploré par l'opposition. Donc ici, c'est une belle avancée. C'est aussi une subvention one-shot et qui est proposée avec le soutien de l'ensemble du collège provincial. Un autre membre demande si cette demande est en rapport avec le manque d'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La députée présidente répond que l'ASBL n'a pas dit que sa demande était liée à cet élément. Plusieurs membres, nombreux membres, sont intervenus dans la discussion pour défendre cette institution. En effet, cette école a un ancrage spécifique également avec l'opéra. Les métiers sont proches. Elle a par ailleurs déjà obtenu des résultats impressionnants dans les concours internationaux. On a réussi à créer à Liège une école ballet de niveau international, ce n'est quand même pas rien. Il s'agit en outre de cours d'élite qui sont donnés en même temps avec un rayonnement vers le grand public, notamment vers les personnes atteintes de handicap via un programme de danse inclusive qui profite à toute la région liégeoise. Sans oublier les collaborations avec les jeunes via les écoles qui a également été souligné. Donc les perspectives à tout niveau sont bénéfiques et méritent tout notre soutien. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. 52 conseillers ont participé, 52 voix pour. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 9 concerne la proposition de dissolution de l'ASBL Fédération du tourisme de la province de Liège et il est examiné par la deuxième commission. J'invite son rapporteur, Mme Astrid Bastin, à la tribune pour son rapport sur ce document. Merci, Monsieur le Président. Très chers collègues, voici donc le document 25-26-086 pour la proposition de dissolution de l'ASBL Fédération du tourisme de la province de Liège. Notre commission s'est réunie ce mercredi 17 décembre. Un membre de la commission demande pourquoi la dissolution, qu'est-ce qu'il va advenir des diverses missions, qu'est-ce qui va advenir des 6 agents et pourquoi aller vers une régie communale autonome. Le député nous explique donc que c'est le même principe qui concourt à cette dissolution que celui de l'ASBL du château de Jeuet. On comprend l'inquiétude sur les missions et les emplois qui y sont liés. À la FTPL, il y a les missions, le personnel et la reconnaissance de l'institution, et celle-ci va nous occuper durant un certain temps. L'acteur provincial doit se recentrer sur ses compétences et non plus être en redondance ni doublon. Les missions et le personnel peuvent être remis dans un service provincial qui existe fonctionnellement et il était vide vu que l'on déléguait la mission à la FTPL. Il faut éclaircir la manière dont on va s'orchestrer par le futur entre la province, la région et les services communaux. Et la régie autonome a cette particularité d'avoir du coup son autonomie et en étant constituée des membres du conseil. Toutes les missions seront garanties car elles seront maintenues jusqu'à leur terme, qui actuellement est 2028. Une mission certaine que la région ne remplira pas, il s'agit de l'ingénierie touristique, exemple les points nœuds, une belle réjouissance d'ailleurs de la province. On reste un maillon essentiel que l'on ne peut détruire. Les agents sont soutenus par le programme qui est européen. La province trouvera la formule avant 2028 pour maintenir leur emploi. Donc les moyens sont garantis et ils ont été votés. On a encore une certaine incertitude
incertitude pour après 2028, mais on y travaille. Et pour information, il y a en tout 24 agents en probation, donc ceux-là sont vraiment sûrs de continuer dans le cadre de missions provinciales. Il y a 6 agents contractuels, donc pour cela, on va vraiment essayer de trouver des nouvelles missions après 2028, donc 5 qui sont sous aide APE. Merci. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. 52 conseillers ont participé, 44 voix pour et 8 abstentions. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 10. Ce point concerne la dissolution de la Stichting Fondation Euregio Meuse-Rhin. Il est examiné par la deuxième commission et c'est Mme Céline Innocent qui va nous faire part de son rapport sur ce document à la tribune. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, ce mercredi 17 décembre, votre deuxième commission s'est réunie pour aborder le point suivant, dissolution de la Stichting Fondation Euregio Meuse-Rhin, document 2526-087. En effet, depuis l'année 2018, une réforme structurelle de la Fondation a été entamée et un nouvel organe européen a été constitué, le Groupement européen de coopération territoriale, ou GECT. Ce dernier a intégré en son sein les compétences et activités de la Fondation Euregio Meuse-Rhin, qui n'a dès lors plus d'activité. Il est donc proposé de dissoudre la Fondation sus-mentionnée dans un acte purement administratif. Un commissaire demande si des missions étaient encore en cours, et il lui est répondu que la dernière mission qui était encore assurée par la Fondation s'est achevée en début 2025. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. Le Conseil adopte la dite résolution par 52 voix pour. Point 11 de l'ordre du jour. Le document 088. Il s'agit du rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Association de gestion des domaines touristiques du Vallon de la Lambrée. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission. J'invite son rapporteur, M. Thomas Chalon, à la tribune pour son rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc, la commission a passé à l'ordre du jour la présentation d'un rapport d'évaluation 2024, prévision 25 pour les domaines touristiques du Vallon de la Lambrée. Et ce magnifique rapport conclut que les obligations contractuelles ont été respectées et justifie ainsi la bonne exécution durant l'exercice des missions de service public confiées à l'ASBL, et donc nous invite à marquer notre accord sur la résolution. Voici. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. 52 conseillers ont participé au vote, 52 voix pour. Le Conseil adopte la dite résolution.
Les points 12 et 13 de l'ordre du jour concernent les renouvellements de contrats, programme des centres culturels d'Amé, Angy, Saint-Georges, Serein, Ouance et du centre culturel Oyou. C'est votre deuxième commission qui a examiné et regroupé ces deux documents et qui a désigné M. Kukel comme rapporteur de ceux-ci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Lors de la deuxième commission de ce mercredi, les points 25-26 concernant les accords de renouvellement du et des contrats programmes 2027-31 des centres culturels ont été présentés. Ces points concernent le centre culturel Oyou, qui reprend les entités de Marchas, Modave et Clavier, mais aussi le centre culturel de Amé, qui reprend les entités de Amé, Angy, Saint-Georges, Serein et Ouanze. Deux remarques particulières sur les centres culturels précités. Premièrement, la demande d'extension du centre culturel Oyou, qui poursuivra son action sur les entités de Modave et Clavier. Deuxièmement, le renouvellement du contrat programme du centre culturel de Saint-Georges, sera quant à lui conditionné à la signature d'un avenant portant sur la période 2023-2026. En conclusion, il y aura un accord de principe pour l'engagement de la province de Liège quant à la continuité du soutien financier aux deux pôles culturels. Il n'y a pas eu de questions de la part des conseillers présents. Merci. Je vous remercie. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces deux documents. Le vote est clôturé. 52 conseillers ont voté. Le document est adopté à l'unanimité, 52 voix pour. Le Conseil adopte donc les deux résolutions. Les deux points suivants, 14 et 15, concernent des octrois de subventions tourisme et plus particulièrement la répartition des subsides provinciaux d'équipements touristiques pour 2025 et la demande de soutien de la SBN Domaine touristique du Vallon de la Lambrée. Ces deux documents ont été examinés et regroupés par votre deuxième commission. J'invite à la tribune le rapporteur, M. Fabien Beltran, pour son rapport sur ces deux documents. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil provincial est donc invité à se prononcer sur deux dossiers relatifs à l'octroi de subventions provinciales en matière de tourisme inscrits à l'ordre du jour de cette séance. Ces dossiers s'inscrivent dans le cadre du décret du Parlement wallon du 28 mars 2024, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de subventions, ainsi que dans la droite ligne de la déclaration de politique générale provinciale visant à soutenir les acteurs de terrain et à renforcer l'attractivité touristique de la province de Liège. Le premier point, il s'agit de la répartition de subsides provinciaux en équipements touristiques pour l'exercice 2025, le document 91. Dans un souci de proximité et de soutien aux opérateurs touristiques locaux, le Collège provincial propose la répartition d'un montant global de 375 000 € destiné à l'équipement touristique pour l'exercice 2025. Cette enveloppe serait répartie entre 4 SBL actifs dans des domaines complémentaires du tourisme provincial, à savoir la SBL gestion des domaines touristiques du Vallon de la Lambrée pour des aménagements intérieurs et extérieurs, l'acquisition de matériel de prévention contre les inondations et l'achat d'un véhicule utilitaire pour 150 000 €. La SBL, également commission de gestion du parc naturel des Hauts-de-Fang-Eiffel, pour le remplacement d'équipements de plaine de jeu, l'aménagement des accès à la maison du parc, la transformation d'un sentier didactique en arboretum et l'acquisition d'une station de lavage pour vélo pour un montant de 85 000 €. La SBL Bleniming pour le remplacement des panneaux photovoltaïques et le remplacement de son serveur informatique pour un montant de 120 000 €. La SBL Avourie Nantine pour le développement d'une nouvelle offre touristique intitulée Avourie Stories pour 20 000 €. Les projets présentés participent à la promotion touristique de la province de Liège et couvrent des champs variés tels que le tourisme la nature, le développement durable, le tourisme culturel mémoriel et les loisirs. Les bénéficiaires ont par ailleurs correctement justifié l'utilisation des subventions antérieures.
Le point 92 concerne le soutien financier de la SBL Domaine touristique du Vallon de la Lambrée. Il s'agit d'une avance sur travaux. Le second dossier concerne donc une subvention de 650 000 € à la SBL Domaine touristique du Vallon de la Lambrée. Cette aide vise à soutenir financièrement les travaux d'aménagement d'un ensemble d'immeubles situés à Vieux-Ville, acquis par la province de Liège et mis à disposition de la SBL. Le projet répond pleinement aux objectifs statutaires de l'association, laquelle assure la gestion et la valorisation des équipements touristiques du Vallon de la Lambrée et de sa région. Les données financières disponibles pour l'exercice 2024 attestent de la situation financière saine de la SBL. En outre, celle-ci a justifié l'intégralité des subventions précédemment octroyées. En conclusion, au regard des éléments exposés, il est proposé au Conseil provincial d'approuver l'octroi des subventions sollicitées dans les deux dossiers précités, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial et conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale. Ces décisions s'inscrivent donc dans une politique cohérente de soutien au développement touristique et à la valorisation du patrimoine et du renforcement de l'attractivité de la province de Liège. Aucune remarque en deuxième commission sur ces points, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clos la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalité? Le vote est ouvert pour ces deux documents. Le vote est clôturé. 52 conseillers ont participé au vote et les deux résolutions obtiennent 52 voix pour. Le Conseil adopte donc ces deux résolutions. Les points 16 à 19 de l'ordre du jour concernent des octrois de subventions culture aux ASBL MNEMA et Art Info, ainsi qu'à 7 bénéficiaires dans le cadre de subsides de fonctionnement 2025 alloués aux institutions privées et à 20 autres bénéficiaires pour de l'équipement culturel. Ces 4 documents ont été examinés et regroupés par votre deuxième commission et j'invite Mme Anne-Zine Fabry à la tribune pour faire part de son rapport. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Pour le premier document, le 2526/093, il s'agit d'octroi de subvention à l'ASBL MNEMA, qui est en charge de la gestion quotidienne de la Cité Miroir, mais également de la programmation culturelle du lieu. On propose d'approuver la convention de 3 ans et l'octroi d'une subvention d'un montant total de 450 000 € répartis sur ces 3 années, donc 2026, 27, 28. Le document 2526/094 concerne l'octroi d'une subvention en matière de culture d'un montant de 7 000 € au profit de l'ASBL Art Info de Fex-le-Clocher dans le cadre de la création d'une base de données présentant un panorama des arts plastiques en Belgique. Le document 2526/095, octroi de subvention en matière de culture, soutien à 7 bénéficiaires dans le cadre de subsides de fonctionnement alloués aux institutions privées suivantes. 5 000 € pour le collectif mensuel. PI 3 14 15. Je ne sais pas comment on le dit, mais voilà. 4 338 € pour les jeunesses musicales de Liège. 6 197 € pour les territoires de la mémoire. 12 395 € pour la Maison de la Poésie, Identité Wallonie-Bruxelles. 6 195 € pour le Théâtre Arlequin. 3 718 € pour le Théâtre de la Communauté. Et 3 718 € pour le Théâtre de la Renaissance. Le document 2526/096 concerne l'octroi de subventions en matière de culture pour l'équipement au profit de 20 bénéficiaires. Alors, les ASBL suivantes, on propose le montant de 8 554,37 € pour le comptoir des petits éditeurs et métiers du livre, 20 000 € pour Gémonique, 4 000 € pour 48 FM, 10 000 € pour le Patio, 5 000 pour Radio 4910, 10 000 € pour Panache, 15 000 € pour Wuha, 15 000 € pour Expression Terre et Pierre, 20 000 € pour Bal Spécial, 5 000 € pour SAM, 9 000 € pour l'Atelier, 5 000 € pour le Grenier Maison des Jeunes de Stavelot, 8 000 € pour SF Productions, 15 000 € pour Collectif Lutherie, 15 000 € pour la Ferme des Enfants, 12 500 € pour le comptoir des ressources créatives de Verviers, 10 000 € pour la Station 2, 25 000 € pour le Centre culturel des Chirous, 7 500 € pour le Centre culturel de Warem et 7 500 € pour le Centre culturel de Remicourt.
Un commissaire interroge alors le député sur la présentation des documents. Pourquoi certains dossiers sont-ils regroupés, d'autres pas? Le député explique que les dossiers des demandes sont groupés par type, notamment fonctionnement, équipement, et que seuls les dossiers de plus de 3 500 € sont présentés en commission puis en conseil. Le collège bénéficiant Le collège bénéficiant d'une délégation étendue pour les dossiers inférieurs à 3 500 €. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 4 documents. Le vote est clôturé. 52 votants, 52 voix pour. Le Conseil adopte les 4 résolutions. Le point 20, document 097, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Groupement d'information géographique, exercice 2024, prévision 2025. C'est votre 4e commission qui a examiné ce document et j'invite son rapporteur, Madame Nadia Louki, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc je vais vous présenter le résumé du rapport d'évaluation de l'ASBL Groupement d'information géographique qui crée des outils qui ont été créés par les pouvoirs publics pour les pouvoirs publics, qui a 25 ans d'existence et qui a une couverture qui s'étend de la province du Luxembourg à Liège, la province de Liège, au Namurois, au Brabant wallon, et une partie du Hainaut. Donc même des communes qui ne font pas partie, dont les provinces n'ont pas adhéré, peuvent faire partie adhérente de l'ASBL. Donc en termes de chiffres, ça fait 170 communes sur 262 qui sont aujourd'hui membres du groupement d'information géographique, 72 communes sur 84 en province de Liège, environ 4000 utilisateurs publics, près de la moitié des zones de secours et 9 zones de police. Donc le GIG ne propose pas que de la cartographie, c'est aussi un ensemble de services numériques intégrés, destinés aux communes et aux pouvoirs publics adhérents, qui propose un service technique avec un call desk, des formations incluses, un conseil permanent avec veille technologique, une amélioration continue des outils. Donc le GIG a développé 4 applications principales. La principale, c'est l'urbanisme, qui a été créée à l'origine par la province du Luxembourg et qui est celle qui est la plus utilisée, donc, et qui permet une vision transversale du territoire et qui permet surtout une superposition dynamique des cartes et de ce fait obtenir donc, énormément d'infos et une véritable carte d'identité pour le territoire. Donc la deuxième application, c'est l'application Cimetière, qui est un outil qui est développé initialement par la province de Namur, puis fortement déployé en province de Liège, parce qu'il n'existait pas de cadastre de cimetière, ce qui posait vraiment des gros problèmes de gestion au niveau des communes. Et voilà, donc ils utilisent le survol par drone, avec des petites caméras installées sur les drones, et qui font une identification précise des sépultures via un outil cartographique. Et ça fait également la liaison avec les bases de données communales. Le résultat, c'est qu'on sait exactement le nombre de sépultures, les personnes enterrées, les dates, les validités des concessions, les liens avec le registre national. En province de Liège, ça fait 264 cimetières concernés. Ensuite, vous avez la même application, mais pour les citoyens. Quand l'autorité communale autorise, les citoyens peuvent avoir accès aux données cimetières qui sont naturellement liées à leur situation. La dernière application, c'est le GEPS, donc gestion de l'espace public. Et là, ça permet une gestion donc, de l'espace public avec un relevé des constats d'infraction, des permis d'exploitation, la gestion des espaces verts avec rappel d'entretien pour les communes, ce qui est intéressant, l'intégration de données de distribution d'eau pour les zones de secours. Donc le GIG fonctionne selon le principe in-house, donc pas de marché public pour ce qui est des communes, mais un marché public mais sans mise en concurrence plutôt.
Pour le coup, c'est 25 € par an pour les communes, plus une participation, donc une facturation du GIG aux communes au niveau des licences, mais à prix coûtant. Donc il y a vraiment une maîtrise des finances, puisque ça évolue au rythme des augmentations. Donc, à préciser, la province prend en charge les 2 premières licences pour les communes jusqu'en 2030. Alors, il y a eu une question par rapport à ce rapport, c'était la question de la collaboration avec la région wallonne et s'il y avait un risque de lasagne de compétences finalement. Et il a été répondu que non, donc les rôles sont différents. Et la région wallonne promeut d'ailleurs l'outil du GIG dès que c'est possible et dès que c'est pertinent. Donc le GIG n'intervient pas directement auprès des communes, il fournit l'outil et la région wallonne de son côté travaille avec les communes et dispose de ses référents. Il n'y a donc pas de lasagne de compétences. Les communes peuvent apporter leurs fichiers librement ou demander au GIG de cartographier leur cimetière. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Il faut un concours à celui qui va le plus vite pour voter. Il faut Le vote est clôturé. La résolution est adoptée par 49 voix pour et 3 abstentions. Les 4 points suivants, 21 à 24, concernent des cultes et plus particulièrement les comptes 2024 de la mosquée Fatih, le budget 2025 de la mosquée Achaba et le budget 2026 des mosquées Mimar Siman et Hakem Setin. Ces 4 documents ont été examinés et regroupés par votre 5e commission et j'invite son rapporteur, M. Thierry Bataille, à la tribune. J'y suis aussi, mais... Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la 5e commission s'est réunie ce lundi et a abordé les documents 25, 26, 98, 99, 100 et 101 que nous avons globalisés. Je voudrais d'abord remercier les services provinciaux pour la présentation relative à la gestion des cultes. C'était fort intéressant. Document 25-26-098, compte 2024 de la mosquée Fatih à Saint-Nicolas. Les comptes 2024 auraient dû être rentrés le 30 avril, mais ont été rendus avec retard, puisque recalés suite à des manquements dans certaines pièces. Le 17 novembre, le dossier était complet, et donc on doit rendre un avis avant le 22 décembre pour le soumettre à la tutelle. Nous sommes donc juste dans les temps. L'intervention provinciale est de 4 430 € pour 2024, sur un total de recettes après modification par nos services de 7 838 € pour 5 366 € de dépenses. Document 25-26-099, budget 2026 de la mosquée Mimar Sanan de Cherat. Le budget est en équilibre pour 2026 avec une intervention provinciale de 4 690 € sur une prévision de recettes de 16 250 €, même montant en dépenses, du coup budget à l'équilibre parfait. Les documents sont en ordre et rendus dans les temps. Ils seront transmis à la tutelle pour le 29 décembre. Point suivant, document 25-26-100, budget 2025 de la mosquée Assa Haba à Verviers. Le budget aurait dû, il n'y a pas d'erreur, le budget aurait dû être transmis pour le 30 août 2024, mais a été réceptionné avec retard le 25 novembre 2025. Mais il est conforme, avec un budget à l'équilibre, mais aucune intervention provinciale. Recettes 24 404,12, dépenses 24 403,99, un gros boni de 0,13 cents, pas euros, pardon. Un conseiller demande dans les tableaux récapitulatifs pourquoi on y retrouve les comptes 2023, le budget 2025 et 26, mais pas les comptes 2024. Il lui a été répondu que les comptes 2024 n'ont pas encore été rendus dans les temps et donc ne figurent pas dans le tableau. Il y a parfois un décalage dans le document reçu pour les comptes et pour le budget. C'était un peu la même situation pour le point précédent où il manquait aussi les comptes 2024. Par ailleurs, il est à noter que les services provinciaux doivent parfois aider certaines mosquées dans la réalisation de leurs comptes et budgets.
Dernier document, document 25-26-101, budget 2026 de la mosquée Aksem Setin, à Bligny. Le budget a été réceptionné le 29 octobre 2025 par l'administration provinciale. Le dossier a été jugé complet le 19 novembre. Suite à la réception de documents manquants et certains postes ont été adaptés. Le délai imparti à la province de Liège pour rendre un avis prend fin le 30 décembre 2025. Dans ce budget 2026, nous voyons des recettes pour 11 810, avec intervention provinciale de 7 390 € et des dépenses pour les mêmes montants, du coup équilibre parfait à 0. Nous proposons de voter favorablement pour ces 4 points présentés lors de cette 5e commission, qui a reçu d'ailleurs un avis favorable de l'administration. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 4 documents. Le vote est clôturé. 51 conseillers ont participé au vote. Le Conseil a adopté 4 résolutions par 43 voix pour et 8 abstentions. L'avant-dernier point de notre ordre du jour, point 25, concerne la prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 150 000 € hors TVA pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission qui en a pris connaissance. J'invite à la tribune le rapporteur, Mme Valérie Euchamp, pour son rapport sur ce document. Chers collègues, la 5e commission s'est donc réunie lundi 15 décembre pour examiner le document relatif à la liste des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 150 000 € hors TVA pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Une seule question a été posée en commission, à savoir toutes les entreprises qui se sont vues attribuer les marchés sont des entreprises situées sur le territoire de la province de Liège. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce une condition indiquée au cahier des charges? Il a été répondu que lorsque le montant du marché permet de faire une consultation des entreprises, priorité est donnée aux entreprises du territoire provincial, ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'appel d'offres, car dans ce cas, toute entreprise peut répondre à l'appel. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Dernier point de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2025. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 29 janvier à 16h30. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année, parfait. Wow, et toi?